En 1928, le photographe préféré des surréalistes est une machine, le photomaton, une invention américaine tout juste arrivée à Paris. André Breton, Paul Éluard, Louis Aragon découvrent aussitôt l'usage créatif de l'automate qui met l'autoportrait à la portée de tous. Sur ces photos d'identité, le surréalisme a deux visages. L'un se veut absolument anticonformiste, l'autre terriblement sérieux, à l'image d'André Breton, son chef de file. Le même mélange de gravité et d'humour marque leur relation à la photographie. D'un côté, ils sont fascinés par la rigueur, l'objectivité froide de l'appareil dont l'automatisme rejoint leurs propres expériences sur l'écriture. L'écrivain surréaliste n'étant lui-même, selon André Breton, qu'un modeste appareil enregistreur, sans plus de talent qu'un miroir ou une porte. De l'autre, il se moque des prétentions de la photographie à représenter fidèlement le réel et s'amuse de la facilité avec laquelle on peut la détourner. Man Ray. Kiki de Montparnasse métamorphosé en violon d'Ingres grâce à un peu d'encre de Chine. Rien ne donne autant raison au surréalisme que la photographie, écrit Salvador Dali en 1925. C'est le véhicule le plus sûr de la poésie, le meilleur instrument pour percevoir les relations entre réalité et surréalité. Document brut, la photographie permet de capter la poésie involontaire des toiles peintes des fêtes foraines, la rencontre imprévue, surprise par Man Ray, du chaboté du marquis de Sade au coin d'une rue d'Antibes, ou encore l'arrangement bizarre d'une vitrine de pharmacie. L'auteur de ces images, le Tchèque Jindřich Styrský, photographie ces mises en scène désuètes en s'interdisant toute manipulation, toute intention artistique, pour enregistrer le plus simplement possible le surréalisme caché dans la réalité elle-même. Seule trace de sa présence, le reflet, à peine visible, de son corps qui semble tant bien que mal supporter la tête du mannequin barbu. Une autre vitrine, parabole optique, du photographe mexicain Alvarez Bravo, 1931. Rien ne semble pouvoir échapper au regard croisé de ces yeux artificiels qui remplissent et définissent le cadre. Rien sauf ce détail. L'image est tirée à l'envers. La photographie de la vitrine n'est elle-même qu'un reflet. C'est le sens de la parabole. La photographie n'est pas cette image véridique du réel qu'elle prétend être. Le monde qu'elle montre est truqué. Son truc le plus extraordinaire est tellement énorme qu'on n'y fait même plus attention. En figeant l'instant, la photographie supprime la différence entre l'animé et l'inanimé. Les objets les plus familiers, comme une robe mise à sécher dans une cour, photographiée en 1944 par Miroslav Hak, se mettent à vivre à notre place, dans un monde qui nous est devenu étranger. Un monde habité par des fantômes. Celui-ci s'appelle L'Esprit d'Escalier, photographié par Marcel Marien en 1952. Il n'y a dans ces images aucune présence humaine, comme si le monde des objets attendait que nous ne soyons plus là pour révéler son inquiétante étrangeté. Mais parfois cela ne suffit pas. Pour surprendre la statue du maréchal Ney à Paris, en 1932, Brassailles a dû attendre que vienne la nuit.
Sous l'œil du photographe, liés à jamais par le brouillard et par le cadre, la statue et le néon se font face, pareillement solitaires, acteurs d'une nouvelle histoire qui se joue en notre absence. Dans ce monde d'objets, l'homme est autorisé à refaire son apparition, mais uniquement comme un objet parmi d'autres. Claude Cahun, Étude pour un souvenir, 1925. La tête de la photographe est enfermée sous une cloche de verre, comme un bibelot protégé de la poussière. On retrouve curieusement la même idée dans une image de Man Ray, parue en 1930 dans la revue Le surréalisme au service de la Révolution, et intitulée Hommage à Sade, à ne pas confondre avec une autre photographie de Man Ray, parue dans la même revue un peu plus tard, Monument à Sade. Hommage ou monument, tout est dans la nuance. Tête sans corps ou corps sans tête, d'une façon ou d'une autre, l'homme surréaliste est toujours découpé le long de cette ligne qui passe entre le corps et la tête, l'instinct et la raison. Magritte, Le Géant, 1937. Deux autres hommes sans tête, photographiés en 1935 par Dora Maar. Le premier l'a perdu dans une bouche d'égout. C'est le réel lui-même, saisi au bon moment, qui découpe. Mais découper est aussi une des propriétés du cadre, comme le deuxième personnage l'apprend à ses dépens. Livourne, 1936. Un homme lit son journal. Henri Cartier-Bresson se tient à quelques pas. Entre son objectif et la tête de l'homme, le bas d'un rideau. Calcul ou coïncidence, en jouant de la position et de la distance, le photographe remplace la tête de l'homme par le bas du rideau, donnant naissance à un être à la fois banal et inquiétant, un monstre de notre temps. En 1936, André Breton publie dans la revue Le Minotaure un texte définissant l'esthétique surréaliste. La beauté sera convulsive, donnant en exemple une photographie de Man Ray dont il a lui-même trouvé le titre « Explosante fixe ». On connaît deux autres clichés pris lors de la même séance. Des instantanés propres, nets et sans grand intérêt, sinon pour les amateurs de flamenco. Explosante fixe est au contraire une image qu'un bon technicien considérerait comme ratée. Le mouvement, trop rapide pour les réglages de l'appareil, est flou. Mais cette imperfection, volontaire ou involontaire, on ne le saura jamais, libère l'image de l'anecdote. Ce n'est plus la danseuse proue de Pilar qu'on regarde, mais le mouvement lui-même, de l'énergie saisie, fixée à l'état pur. Man Ray est un touche-à-tout. Peintre, cinéaste, photographe quasi officiel du mouvement, il n'en fera jamais partie, préférant le plaisir à la théorie, l'expérimentation libre à la discipline de groupe imposée par André Breton. Le retour à la raison, 1924. Man Ray observe le jeu de la lumière et de l'ombre sur une boîte d'œufs, puis sur le buste de son modèle, Kiki de Montparnasse. D'un photogramme de cette séquence,
Il tire ensuite une de ses photographies les plus connues. Figé, le dessin de l'ombre prend l'air sauvage d'un masque rituel ou du pelage d'un grand prédateur. Lee Miller, un autre de ses modèles. En 1930, Man Ray la photographie de haut, le corps caché par un tissu noir. Mais ce n'est qu'un point de départ. Au tirage, l'image est redressée, puis recadrée et retouchée pour faire disparaître la matière du tissu. Enfin, elle est simplement retournée. Les repères familiers du visage sont toujours là, mais pas à leur place. Lee Miller est devenue une humanoïde d'une espèce inconnue. À l'inverse, Lee Miller photographié d'en bas, le visage rejeté en arrière. La photo est ensuite recadrée, rendant la véritable position du modèle incompréhensible. L'image s'appelle anatomie. La photographie agit comme un scalpel, taillant dans les apparences pour en dégager cette masse de chair et de muscles, un peu mystérieuse et tout à fait phallique. Appliqué par Man Ray à l'image plutôt kitsch d'un visage couvert de larmes de verre, le recadrage en laboratoire va de pair avec l'agrandissement du détail. À la manière d'un microscope, le gros plan ouvre les portes d'un autre monde où les formes et les matières prennent le pas sur le sens. Le plus noble des animaux a cependant des corps aux pieds, c'est-à-dire qu'il a des pieds et que ses pieds mènent indépendamment de lui une existence ignoble, écrit Georges Bataille en 1934 dans un texte accompagné de photographies de Jacques Boiffard. Ici, le gros plan ne cherche pas, comme chez Man Ray, à étonner ou à séduire, mais à choquer en nous montrant ce que l'on ne veut pas voir, cette matière basse dont nous sommes faits. C'est une attaque contre l'œil de bon goût, une autre façon de libérer le regard. Il n'y a pas de différence entre une bouche d'homme, photographiée par Roger Paris, et une bouche de poisson, photographiée par Jean Painlevé, le pionnier de la photographie scientifique. Et qu'y a-t-il de plus humain que ce petit animal triste, probablement un fœtus de tatou, dans lequel la photographe Dora Maar nous invite à reconnaître notre monstrueuse nature. Jean Painlevé, autoportrait superposé sur une photographie d'araignée, 1929. Grossir le réel pour en révéler le surréel, dit Salvador Dali. Il y a dans ce grossissement une violence que l'œil humain ne peut peut-être pas supporter. Que faire alors, sinon fermer les yeux et chercher refuge dans les mondes intérieurs? C'est l'autre versant de la photographie surréaliste, le réel attaqué par le rêve. L'optique et la chimie ne servent plus à reproduire, mais à dissoudre les formes stables du monde. La distorsion numéro 34 d'André Kertész appartient à une série de photographies réalisées en 1933 à l'aide de miroirs déformants. C'est un travail de commande pour une revue qui a fourni miroirs et modèles. Un procédé à mi-chemin entre les montres molles peintes par Salvador Dali et les miroirs déformants des attractions de foire.
Plus simple, plus troublant, cet autre reflet photographié par Raoul Hubac en 1938. Le visage d'Agui, sa femme, en plein soleil, se perd dans la pénombre d'un miroir au teint endommagé. La photographie elle-même peut devenir un miroir où la réalité rejoint son reflet. Moi et moi, d'André Arfaud. Le dédoublement est obtenu en exposant le même négatif 2 fois. Au XIXe siècle, on appelait ce procédé ghost photography, photographie fantôme. Mais ici, il n'est pas question de spectre. Le dédoublement est celui du conscient et de l'inconscient, de l'homme qui dort et de l'homme qui veille. On peut aussi réaliser 2 négatifs différents et les superposer au tirage, comme l'a fait Man Ray en 1921. Sur l'un, une femme buste nue devant un mur recouvert de papier peint. Sur l'autre, le poète Tristan Tzara en haut d'une échelle, une hache et un réveil suspendus au-dessus de la tête. Les regards, les attitudes, les positions des mains, parfaitement ajustées, donnent un air d'évidence à une image impossible qui associe, comme dans un jeu de mots visuels, l'échelle de bois et l'échelle des personnages. Si l'on expose brièvement à la lumière une épreuve en cours de développement, on obtient une solarisation, une inversion partielle des valeurs d'ombre et de lumière. L'effet stylise les contours et donne à l'image photographique un cachet graphique, artistique. Mais c'est un procédé incontrôlable. La chimie fait ici ce qu'elle veut. Comme le dit si bien le titre de cette solarisation réalisée par Man Ray en 1929, « Primat de la matière sur la pensée ». Un pas supplémentaire dans cette direction est franchi par Raoul Hubac. C'est le brûlage. La plaque de verre d'un négatif exposé est chauffée pour faire fondre l'émulsion. C'est, dit Hubac, un automatisme de destruction, une dissolution complète de l'image vers l'informel absolu. J'ai traité de cette manière la plupart de mes négatifs. Le résultat a été le plus souvent décevant, sauf dans un cas où une femme en maillot s'est transformée en déesse foudroyante. La nébuleuse 1939. Après le photographe, reste à se débarrasser de l'appareil lui-même. Man Ray avait déjà expérimenté le procédé au cinéma. On déroule du film vierge en chambre noire, on le saupoudre de matériaux divers, sel, poivre, punaise, clous, ressort. On allume, on éteint, on développe, on regarde. La trace des objets, une empreinte, une soustraction de lumière. En photographie, Man Ray appelle cela des rayogrammes. Le baiser 1922. Une image réalisée en 3 temps. D'abord les mains, posées à plat sur le négatif, une plaque de verre de grand format en chambre noire. Puis les 2 visages s'embrassant. Man Ray lui-même et Kiki, de Montparnasse, eux aussi à plat, une position acrobatique. Mais les empreintes des mains et des visages restent trop littérales, trop lisibles. Aussi sont-elles brisées et recomposées par 2 objets étranges. En fait, 2 cuves servant aux produits de développement, qui imposent une autre dualité, géométrique et formelle. Nous avons été aux antipodes de la photographie.
Man Ray voulait la débarrasser de toute référence à la réalité. Moi, je cherchais la surréalité dans la réalité même, écrit Brassai, l'auteur de cette photographie de 1932, Le phénomène de l'extase. Mais pour aller au bout de cette recherche du surréel, une image, fût-elle la plus belle, ne suffit pas. L'année suivante, la photographie de Brassai va se retrouver au cœur d'une autre œuvre. Entourée de 24 autres photographies de visages humains, de 4 visages de statues, de 16 oreilles d'hommes, d'une chaise en équilibre et d'une aiguille moderne style. Le phénomène de l'extase, 1933. Photomontage de Salvador Dali. C'est une collection d'images trouvées, détournées de leur véritable sens dans la plus pure tradition surréaliste. Les photographies des visages renversés évoquent l'extase de manière directe. D'autres sont plus énigmatiques. Les oreilles, empruntées au tableau d'identité judiciaire de Bertillon, ne prennent leur sens que si l'on sait que pour Dali, l'oreille est l'organe toujours en extase. Le groupe des 3 personnages vient d'une image pornographique dont on a coupé le bas. L'aiguille est un symbole phallique. La chaise, une œuvre de Dali photographiée par Man Ray, est là pour répondre à l'inclinaison des têtes. Les images sont assemblées dans une parodie de tableau synoptique qui habille le fantasme d'un air de rigueur. Il n'y a aucune volonté de faire beau. Ce qui compte, c'est le choc des fragments. Même la photo de Brassai ne résiste pas à la brutalité des coups de ciseaux et des raccords que rien ne dissimule. Ce n'est pas la réalité de chaque image qui est donnée à voir, mais la réalité de leur montage. Dans le monde du rêve, il en va tout autrement. Ici, il importe d'effacer les traces. La petite Minerve de carte postale trouve tout naturellement sa place dans ce photomontage de Dora Maar, à la bonne échelle et à la bonne distance de l'étrange couple de 2 garçons qui occupent le premier plan. Impossible de comprendre qu'eux aussi ont été découpés et collés, et que le décor lui-même est un assemblage de 2 images de lieux différents, la position des 2 garçons masquant le faux raccord des perspectives. Tous les éléments sont fondus les uns dans les autres, à l'image des 2 corps dont la position semble à la fois réelle et fausse. Rien ne semble plus éloigné de l'onirisme élaboré de Dora Maar que le réalisme apparemment désinvolte de cette photographie de Jindřich Styrský. Pourtant, ici aussi, tout repose sur l'ajustement méticuleux de 2 plans. Le plan réel de l'estrade, avec la chaise et les instruments abandonnés par les musiciens, et le plan imaginaire de la toile peinte du fond. Styrský relie ces 2 plans en réglant la hauteur de son appareil, de telle façon que le haut du dossier de la chaise coïncide avec le fil sur lequel marche la petite funambule, créant une passerelle entre notre monde et le sien. Trouver le surréel dans le réel, ou le réel dans le rêve, ne dépend en fin de compte que de la position du photographe. Et, puisque les surréalistes aiment les détournements, qu'on nous permette, pour finir, de pirater ce bateau destiné par Dora Maar à une réclame de lotion capillaire, pour le dédier à tous ceux qui, selon les mots d'André Breton, ont su mener à bien la barque photographique dans le remous presque incompréhensible des images.